Bon, je vous résume en tous les cas les grandes figures qui me paraissent imprégner les conduites à risque. Ce sont des figures qui s'enchevêtrent, donc elles ne sont pas exclusives les unes les autres, elles sont même inclusives d'une certaine manière. On retrouve ces figures dans presque toutes les conduites à risque. Donc, l'une d'entre elles, c'est l'ordalie, c'est le fait donc de demander à la mort une réponse sur le sens de sa vie, là où le lien social a été jusqu'à présent impuissant à leur dire que leur vie valait la peine qu'ils la vivent. Donc, à travers la mise à l'épreuve, en se mettant sur le fil du rasoir, ils demandent une réponse en interrogeant une instance anthropologique majeure, donc la mort. Et à travers leur survie, ils se démontrent que finalement, ils sont à la hauteur, ils ont leur place dans le monde. Bon, je vous rappelle que l'ordalie, nous en avons vécu souvent dans nos propres vies, en échappant à la maladie, en échappant à une séparation, à un accident ou autre. Et on a tous vécu à ce moment-là ce sentiment de remise au monde que peut susciter l'ordalie. Le fait de survivre donc au pire. Hein. Et en l'occurrence, donc, toutes les conduites à risque de nos jeunes sont traversées par une dimension ordalique, un jeu avec la mort, où on demande donc à la mort une réponse sur le sens de sa vie. Une autre grande figure est celle du sacrifice. Alors, on peut dire que si l'ordalie, c'est jouer le tout pour le tout, ou ça passe ou ça casse, le sacrifice, c'est plutôt jouer la partie pour le tout, accepter de perdre une partie pour sauver l'essentiel, en d'autres termes, pour sauver sa vie. Et là aussi, quasiment toutes les conduites à risque relèvent d'une logique de sacrifice. Je prendrai juste l'exemple des scarifications. L'adolescente qui vous dit je me fais mal pour avoir moins mal, par exemple. Là, vous avez une formule typiquement sacrificielle. Il faut payer le prix pour pouvoir continuer à vivre. Et en l'occurrence, les scarifications, mais ça peut être aussi l'anorexie, ça peut être d'autres formes de dépendance. C'est une manière donc de payer le prix, d'acquitter le prix pour pouvoir continuer à vivre jusqu'au moment où le jeune va être capable de se retourner sur son histoire personnelle en se demandant comment il a fait pour en arriver là pendant si longtemps. Une autre figure également, je la nomme la blancheur, c'est la volonté de disparaître de soi. Et je crois qu'elle est au cœur du monde contemporain. Elle est profondément dans la littérature d'un Haruki Murakami, de Paul Auster, des films de Kitano, de Kiyoshi Kurosawa, etc. Je crois qu'elle hante le monde d'aujourd'hui. Elle nous hante tous. Nous voudrions tous prendre des vacances régulières de notre identité personnelle, ne plus avoir de compte à rendre, nous défaire des contraintes d'identité qui sont parfois tellement pesantes. Eh bien, les jeunes dans les conduites à risque sont profondément dans ce type de comportement. Ils sont parfois dans la recherche du coma, dans l'alcoolisation extrême, par exemple, qu'on nomme parfois le binge drinking. Donc l'alcoolisation extrême, qui n'est plus la quête de l'ivresse, mais la quête du coma, délibérément du coma. Ne plus être là, disparaître et boire à toute allure le plus de verre possible, évidemment sans qu'à aucun moment la saveur ou le plaisir de l'ivresse qui monte soit présente. On retrouve également cette recherche de la blancheur, de la disparition de soi, à mon avis, dans les jeux d'étranglement, les jeux d'asphyxie qui ont envahi aujourd'hui nos écoles. Donc où il s'agit pour des jeunes d'éprouver une syncope qui dure peut-être quelques secondes, mais qui en dit long. Là, ce sont souvent des jeunes d'ailleurs très très bien intégrés socialement, qui réussissent très bien à l'école, mais qui en ont marre que ça leur prenne toujours la tête, d'être toujours à la hauteur. Et on sait que les fêtes dans les grandes écoles, par exemple, ou à l'université, sont assez redoutables. Et les secouristes, les pompiers, la Croix-Rouge est obligée de prévoir toute une série de lits pour les comas éthyliques qui ne vont pas manquer d'intervenir très très vite au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. On retrouve toujours la disparition de soi, par exemple, dans l'addiction au net. Ces jeunes qui ont une dizaine, une quinzaine de pseudonymes. Et un jour, un jeune m'a dit qu'il avait toute une série de pseudos sur le net qui l'enthousiasmaient, mais il y avait une seule identité qu'il ne supportait pas, c'était celle avec un corps. Tout est dit, vous voyez, dans la disparition de soi, dans la désagrégation de soi. Et puis on peut également évoquer les sectes, par exemple, là où le jeune se démet complètement de sa personne et s'en remet en revanche à son gourou. Voilà, une autre forme, j'entends toujours pas la musique, je suppose que je suis dans les temps.
Une autre forme, c'est la dépendance. Une autre figure, c'est la dépendance. Et donc remplacer l'infinie complexité du monde finalement par un comportement qu'on répète inlassablement, un temps circulaire en quelque sorte, ou bien la dépendance à une substance par exemple, plutôt que de se dire chaque matin que faire de la liberté infinie qui est la mienne, c'est se lever en se disant où est-ce que je vais trouver mon produit aujourd'hui, où est mon dealer, comment je vais le payer, etc. Donc vous voyez, votre emploi du temps en quelque sorte est construit et c'est infiniment sécurisant, même s'il y a un prix à payer, et même s'il y a toujours un risque de mort à tout moment à travers, je sais pas, là en l'occurrence l'overdose, ou pour l'anorexique mourir d'un arrêt du cœur ou d'une désagrégation de son corps. Mais en tous les cas, ça permet de continuer à vivre. Et pour moi, donc les conduites à risque sont une manière de gagner du temps dans un contexte de souffrance qui est déjà là, donc une manière de gagner du temps. Et je peux terminer sur la très belle réflexion de Winnicott, le psychanalyste britannique, qui disait que le temps est le premier remède des souffrances adolescentes. Donc il faut gagner du temps, il faut gagner du temps. Dans mon expérience, il y a toujours, et ça fait longtemps que je travaille sur le sujet, il y a toujours un moment où le jeune se retourne sur son histoire. Mais il faut parfois le tenir la tête hors de l'eau pendant quelques mois, quelques années, jusqu'au moment où il reprend pied en quelque sorte, après une rencontre amoureuse, un métier, la rencontre avec un adulte qui lui donne le désir de grandir, ou enfin mille petites choses comme ça qui peuvent changer soudain le sens de la vie et remettre au monde un jeune qui jusqu'à présent donc, se sentait complètement en porte-à-faux.